Salut à tous, bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sino-France. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du sort, de la situation des femmes en Chine en fait. Et pour ce faire, on va essayer de remonter dans le temps. Et là, je vous parle de 2000 ans avant aujourd'hui. Et on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé petit à petit à travers ces époques-là. Et en fait, on va se focaliser sur la dynastie des Tang. La dynastie des Tang, en fait, c'est la période en Chine où, en fait, les gens disent que les historiens, même dans la culture populaire, quand vous demandez à des Chinois, ils vont toujours vous dire que c'était la meilleure époque pour être une femme, en fait, en Chine. Et pas que. Donc c'est une période qui remonte, en fait ça a commencé autour de 700 ans après Jésus-Christ. Donc là on parle de il y a 1300 ans en fait, avant aujourd'hui. Il y a 1300 ans et on va voir que, même plus, on va voir que c'était vraiment, même peut-être mieux qu'aujourd'hui entre guillemets pour les femmes. Voilà, donc on va un petit peu regarder ça plus en détail. Donc en fait de tout temps, et je souhaitais faire cette vidéo pour garder en tête en fait, pour faire le parallèle avec la France, comme toujours, la France ou le monde occidental en général. Parce que nous en France on aime bien dire, voilà, les droits de l'homme, le droit des femmes, etc., etc., comme si nous, on était les meilleurs et que les autres, tout le monde était des barbares en fait. Voilà. Là, on va voir que déjà, il y a 1300 ans en Chine. Alors, si on compare cette époque-là avec la France, les barbares, c'était nous, voire plus en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que les Chinois, quand les premiers étrangers sont arrivés en Chine, on les prenait eux pour les barbares en fait. Voilà, donc il y a tout, enfin ça c'est une autre histoire, mais il y a de ça quoi. Les Chinois, à aucun moment ils se sentaient, parce que leur histoire est tellement riche, profonde et ancienne, que personne ne pouvait leur dire, même aujourd'hui, voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe. Non, à aucun moment. Donc voilà, il y avait quand même 3 principes cardinaux. Donc là, on est au Moyen-Âge, en fait. 3 principes cardinaux. Le père est le maître du fils, le mari est le maître de la femme, et l'empereur est le maître de ses sujets. Voilà, donc là, on est vraiment dans la féodalité, donc on peut comparer ça aussi au Moyen-Âge en France. Ensuite, avec les 5 vertus perpétuelles, bienveillance, droiture, bienséance, sagesse et sincérité. Voilà, qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. On peut comparer ça aussi au confucianisme. Bon, bien sûr que Confucius s'est en lui-même inspiré d'autres principes avant lui. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est de la femme, donc il y avait quelques principes, quelques vertus, telles que la fidélité, le charme physique, donc prendre soin de soi, un discours convenable, et ensuite l'habilité aux travaux d'aiguille. Il faut savoir qu'à l'époque, donc là encore une fois, hein, c'est comme la tradition française en fait, hein. Donc travaux d'aiguille, voilà, c'est des travaux manuels, le linge, etc. quoi. Pendant que les hommes étaient à la ferme. Donc là, on voit encore une fois une similitude avec la France, avec l'Europe. Voilà, et ça guidait l'ordre familial, donc ça a duré pendant des milliers d'années. Sauf que, ben voilà, la dynastie des Tang, des Tang, qui commence en 618, là, les choses vont vraiment changer. Donc en 618, hein, après Jésus-Christ, donc en plein Moyen-Âge en France, vous allez voir vraiment les différences incroyables, quoi. Incroyables. Et là, on dirait en fait ce qui s'est passé à cette époque-là, pendant la dynastie des Tang, c'est, on dirait l'époque actuelle, quoi. L'époque, on se croirait en 2022, quoi, vraiment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À l'apogée de cette dynastie, il y a eu des fortes avancées économiques, politiques, philosophiques, culturelles, dans les arts, etc., et surtout dans les positions sociales des femmes, en fait.
Et ça, c'est manifesté en plusieurs étapes avec plusieurs personnages féminins dont on va parler aujourd'hui. Et ensuite, on va parler à la fin de la vidéo de femmes chinoises à l'époque moderne. Voilà, parce que ça aussi, c'est très important. Il y a énormément de femmes d'entreprise ici, chefs d'entreprise. Voilà, donc vraiment avec aussi, comme vous l'avez vu dans la miniature, une pirate qui est restée invaincue et d'autres personnages un petit peu comme ça, un petit peu épiques. Alors à cette période des Tang, donc, il y eut l'instauration des divorces. Les divorces étaient possibles, alors qu'avant c'était vraiment tabou, impossible, interdit. Avec, voilà, c'était très très machiste, on va dire. Ensuite, il y a eu la possibilité de mariage mixte avec des étrangers. Voilà, donc là, encore une fois, il faut vraiment, on est en 700 après Jésus-Christ, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, c'est incroyable. Et ensuite, l'éducation qui fut accessible aux femmes, voilà. Donc, 3 grandes femmes se sont illustrées à cette époque-là. On va parler, donc, il y a eu 2 impératrices, enfin, une femme d'empereur et puis ensuite une impératrice qui est aussi dans la miniature, Wu Zetian. Et on va commencer avec une grande poétesse, Li Qingzhao, qui même aujourd'hui en fait reste une référence. Donc 1300 ans après, reste une référence dans la poésie chinoise. Et malgré les 15 volumes qu'elle a composés, il n'y en a qu'un seul qui nous est parvenu aujourd'hui, les poèmes de Jade. Voilà. Donc, ce fut donc une époque faste pour les femmes et pour la poésie. Il y a eu plein de poétesses chinoises, voilà, mais elle, c'est vraiment la référence encore aujourd'hui. Donc, on peut en conclure que la dynastie des Tang était vraiment, vraiment, il y a eu une période faste, comme on l'a dit au début, en fait. Ensuite, qui a généré beaucoup de femmes talentueuses, etc. Voilà. Ensuite, donc on a l'impératrice Zhongsun. En fait, c'était pas l'impératrice, c'était la femme de l'empereur, voilà. Mais bon, je pense qu'elle avait aussi le titre d'impératrice du coup, comme le roi et la reine, quoi. Mais en fait, je dis ça parce que il ne faut pas la confondre avec Zhu Zetian dont on va parler juste après, qui elle était vraiment impératrice en fait. C'est pour ça que je fais la différence. Et en fait, elle a aidé son mari. Elle était vraiment très active dans le milieu du pouvoir. Elle a aidé donc au tout début son mari à mater les rébellions, notamment au niveau de l'armée. Voilà. Et ensuite, elle était vraiment très, très aimée dans la cour et puis même par le peuple. Donc, elle prenait soin, par exemple, des concubines du roi, etc. Parce qu'il y avait un harem avec peut-être des centaines de femmes à l'époque, enfin aux grandes époques. Et elle prenait soin, voilà, de ces femmes-là. Donc et en fait, elle faisait en sorte que tout ce petit monde vivait en harmonie. Donc évidemment qu'elle était très appréciée. Quand on connaît les jeux de pouvoir qu'il y avait eu à la Cité Interdite, etc., ben là, c'était vraiment, ça détonnait avec ce genre d'époque, quoi. Donc, c'était Game of Thrones fois 3, quoi, le truc. C'était vraiment incroyable. On pourrait faire d'autres vidéos sur le sujet. D'ailleurs, c'est en préparation. Voilà, je vous fais une petite surprise. Et ensuite, donc, ce qui s'est passé, là, une petite anecdote que je vais vous dire pour vraiment vous montrer la continuité avec Wu Zetian juste après, en fait, juste après elle. En fait, il y a eu un premier ministre qui à chaque fois était un petit peu contre les décisions de la cour, etc. Voilà, il était un petit peu contre l'empereur, etc. Et là, l'impératrice, à chaque fois, sauf qu'il disait des bonnes choses, en fait. Il disait des bons trucs.
mais ça plaisait peut-être pas à l'empereur parce que ça allait à l'encontre de ses idées. Voilà. Mais à chaque fois, l'impératrice le protégeait en disant à son mari, écoute, peut-être que tu l'aimes pas trop, etc. Mais ce qu'il dit, c'est quand même juste, ça va dans l'intérêt de l'État, etc. Donc voilà, on va peut-être pas lui couper la tête tout de suite. Voilà, c'était ça le truc. Et Wu Zetian fera pareil, juste après en fait, en s'étant inspiré d'elle. Voilà. Donc là, on va parler de Wu Zetian qui a régné, elle a vécu jusqu'à 82 ans, une sorte d'Élisabeth II, hein, n'est-ce pas? Elle a régné pendant 50 ans en fait. Donc elle venait de la région du Shanxi et en fait elle rejoint la cour à 14 ans, donc très très tôt parce qu'elle était fille de notable dans le Shanxi. Donc c'est pour ça qu'un petit peu comme à l'image de Versailles, et là encore on voit le parallèle entre la France et la Chine, Versailles qui a été construit pour justement ramener tous les nobles du royaume et les contrôler, les avoir à l'œil en fait. C'est ce qui s'est passé en Chine bien avant, des centaines, des milliers d'années avant, et a continué avec la cité interdite et tout. Et donc du coup elle arrive là à l'âge de 12 ans dans le palais royal, dans le palais impérial. Et en fait, donc, elle était sous le... C'était encore le Taizong, l'empereur, donc l'empereur précédent, avec la femme que je viens, l'impératrice vertueuse Zhang Sun, que je viens de vous parler juste à l'instant. Donc elle arrive à cette époque-là, elle était petite, à 12 ans. Et en fait, elle était super belle, super intelligente, etc., etc., avec un caractère bien trempé. Mais sous cette époque-là, elle n'arrive pas à monter, en fait. Elle arrive juste à monter en échelon en tant que concubine de rang moyen. Voilà. Donc c'est tout. Et il faudra attendre en fait le fils de Zaitong, ou là qu'elle mariera. Donc si vous voulez, pendant sa jeunesse, voilà, elle était quand même assez écartée. Et donc il y a une petite anecdote qui illustre son caractère de dame de fer. Un jour, en fait, il y a un cheval que personne n'arrive à maîtriser et elle dit « Bon, il faut le frapper avec un fouet en fer. Et si ça ne suffit pas, il faut le tuer. » Voilà, donc là, je ne sais pas si cette anecdote est vraie, évidemment, hein, c'était il y a 1300 ans, mais en tout cas, ça participe à l'imaginaire que c'était une femme avec un caractère bien trempé, quoi. Et donc, en fait, voilà, là... Ensuite, à la mort de l'empereur Taizong, qui initie toute cette terre où les femmes vont pouvoir s'émanciper. Voilà. Donc son fils, Li Ze, il était obsédé par elle. Voilà. Et ils vont finir par se marier et elle va être impératrice en fait. Voilà. Sauf que, écoutez, ce Li Ze, il avait la santé fragile. Voilà, donc encore une fois, ça c'est on ne sait pas, peut-être elle a peut-être mis un truc dans son verre, voilà, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, la version c'est ça, il avait la santé fragile et c'est elle qui récupère le pouvoir en fait. Et donc ça c'est un fait rarissime, c'est la première fois qu'il y a eu une impératrice, une femme en fait, une impératrice, réellement impératrice et non pas femme d'empereur. Vu qu'elle avait une expérience riche, des intrigues politiques, etc., comme je vous l'ai dit, imaginez-vous à la cour de Versailles, Game of Thrones, voilà, c'était vraiment... des meurtres en série quotidiennement, etc., pour grappiller un peu plus de pouvoir. Donc elle a baigné là-dedans, elle connaissait tout, et donc elle a réussi. Voilà, elle a réussi à devenir impératrice. Et bon, ça s'est super bien passé en fait. Son règne s'est super bien passé. Elle était diligente, perspicace, bienveillante, et durant son règne, le pays a maintenu sa prospérité et le peuple a vécu en paix, tout le monde était content. Les tribus qui étaient tributaires du pouvoir central payaient leurs taxes, etc. Tout ça sous un fond de respect. Elle a diminué les taxes.
les corvées, donc elle était aimée du peuple. En conséquence, elle a travaillé énormément sur l'agriculture et elle avait une politique étrangère pacifique. Voilà, donc vraiment, c'était une très bonne époque. Donc c'est là que... Et en fait, les Chinois disent que c'était la période la plus prospère de la Chine. Voilà, ou en tout cas une période très prospère. Dans l'imaginaire chinois aujourd'hui, la dynastie des Tang, voilà, tout le monde dit ah ouais, le top. Donc, et là, quand vous vous souvenez que sa prédécessrice, son prédécesseur, je sais pas comment on dit pour les femmes, en fait, sa prédécessrice avait donc elle ne voulait pas couper la tête du premier ministre, du roi, de l'empereur, parce qu'il donnait des bons conseils. Et là, en fait, ça s'est répété avec Wu Zetian. En fait, il y avait un ministre des Affaires judiciaires, voilà, cette fois-ci, qui, à chaque fois, il critiquait, non, il faut faire comme ça, tac, tac, tac. Et tout le monde lui disait à Wu Zetian, bon, lui, il faut l'éliminer, il est pas bon, il fait que critiquer, etc. Et elle, ben justement, elle a dit non, c'est vrai qu'il fait que critiquer, mais des fois, il a raison. Voilà. Donc, et elle aimait ça, et elle acceptait vraiment les opinions de tout le monde diverses et variées, en fait. Voilà. Donc ça, c'est quand même rare, même pour tous les dirigeants, en fait. Elle n'hésitait pas à aller carrément dans le peuple et demander l'opinion des gens à droite à gauche. Voilà, donc c'est quand même assez exceptionnel. À sa mort, elle a rendu le pouvoir à la dynastie, à l'ancienne dynastie, en fait, parce qu'elle avait changé le nom de Tang en Zhou. Et elle a rendu, voilà, elle a dit, voilà, moi je vous rends la dynastie. Donc encore une fois, l'idée de maintenir l'harmonie du pays, voilà, de pas, avant de partir, mettre les choses en état chaotique et tout. Voilà, donc ça c'est encore une fois une philosophie très chinoise, en fait, une pensée très chinoise. Et en fait, elle a décidé de mettre sa tombe en face de l'empereur Taizong, donc l'empereur précédent. Et sauf que elle a dit, voilà, n'écrivez rien sur la stèle, car je veux que l'histoire me juge. Je veux que les gens... je ne veux pas décider ce que les gens vont dire de moi, je veux que l'histoire me juge. Voilà, donc ça, je trouve ça quand même assez magnifique, assez incroyable, quoi. Et aussi, ça témoigne d'une grande sagesse au final. Voilà. Elle voulait que les gens, voilà, s'ils veulent me juger en mal ou en bien, c'est à eux de choisir. Et ça prouve quand même qu'elle était assez sûre d'elle au niveau du bien qu'elle avait fait. Voilà, parce que si elle savait que elle avait fait tellement de mal, elle aurait peut-être pas fait ça et écrit l'histoire à la place de l'histoire. Bon, pour en finir avec les femmes de pouvoir, là, on est... En fait, c'est à la fin pas de la monarchie, des empereurs, en fait, juste avant la République chinoise. Donc là, c'est avec l'impératrice Cixi, en fait, qui est super connue. Et donc, Cixi, en fait, elle a régné derrière le rideau, comme on dit, donc avec son fils qui était tout petit. En 1875, voilà, ça commence en 1861, sauf que son fils, en 1875, meurt. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit le fils de sa sœur. Et en fait, voilà, son plan, c'était de continuer à régner derrière le rideau avec le fils de sa sœur. Et bon, ben voilà, ça continuera jusqu'en 1908. Et ensuite, voilà, il y a la naissance de la République. Et encore une fois, quand je vous parlais des trucs de Game of Thrones, tous ces trucs-là, ces jeux politiciens de la cité interdite, ben là, on est en plein dedans, en fait. Voilà. Donc, sans plus attendre, je voulais
Parce que là, en fait, j'ai essayé de faire une collection et de synthétiser tout ça au maximum. Là, on va parler un peu plus des femmes récentes, en fait, dans l'histoire chinoise. Donc, on va commencer avec Qiu Jin, qui est à gauche sur la miniature. Et en fait, on la voit avec un couteau parce que c'était une révolutionnaire. Et elle voulait se débarrasser de la monarchie, en fait. Voilà. De l'État impérial de la Chine. Et en fait, elle a été arrêtée parce qu'elle voulait faire un coup d'État et elle a été condamnée à mort en 1907. Voilà. C'était une poétesse, elle était très habile avec le maniement d'armes, elle n'hésitait pas à se déguiser en homme pour justement, voilà, elle était, donc c'était vraiment une femme exemplaire à ce niveau-là, au niveau du droit des femmes, etc., avec des idées révolutionnaires. Voilà. Ensuite, on a Chen Xiongwu, qui était une scientifique en fait, et qui elle a fait tout ce qui était dans le travail nucléaire en fait, et que même aujourd'hui, elle a étudié dans le Michigan aux États-Unis, et même aujourd'hui en fait, ses travaux, donc là on est en 1965 à peu près, sont toujours étudiés, voilà, donc dans le nucléaire. Ces travaux sont vraiment la référence dans le nucléaire, font référence en tout cas dans le nucléaire. Donc, ensuite, on a Song Qingling. Donc là, pareil, c'était la femme de Sun Yat-sen, en fait, le père de la Chine le père de la Chine moderne. Et donc voilà. Vous savez, quand on dit que souvent derrière un homme de pouvoir, il y a une femme, voilà. Derrière chaque grand homme se cache une femme, ben voilà, c'est elle, en l'occurrence, Song Qingling. Et en fait, elle a voulu rester en Chine, même après la défaite du Kuomintang qui s'est réfugié sur Taïwan, en fait. Voilà, donc une grande femme, forcément. Ensuite, on a la pirate qui est à droite sur la miniature. Et Wu Zetian était au milieu, par la même occasion. Donc, Qing Shi, la capitaine pirate, qui était surnommée par les armées britanniques la terreur de la Chine du Sud. Et sa flotte de pirates n'a jamais été vaincue. Voilà, n'a jamais été vaincue. Donc là, on est dans les années 1800. Elle est née en 1784. En fait, elle était prostituée à Canton avant de se faire capturer par des pirates. Elle se marie à l'un d'entre eux et ensuite, voilà, elle prend la tête de la flotte. Elle a instauré un code des pirates qui dit entre autres que désobéir aux ordres est puni de mort, il ne faut pas voler les villages qui assistent les pirates, et il faut mettre le butin en commun, voilà, sous peine de mort. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire, elle mérite une vidéo à elle seule, ça c'est clair, comme toutes les autres femmes d'ailleurs. Ensuite, on a Chai Jing. Alors ça, c'est très intéressant parce que en fait, elle a fait un reportage sur la pollution en fait en 2015, et son reportage fera l'effet d'une bombe médiatique, et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement prendra vraiment des tonnes de mesures contre la pollution. Moi, je suis arrivé à Pékin par exemple en 2019. Non, 2017. En 2017, et là j'ai vu vraiment, bon, on est 2 ans après ce reportage, le ciel bleu. Voilà. Et alors que 2 ans avant, c'était pas le cas. Là, depuis 2017, on n'a que du ciel bleu à Pékin, quasiment, quoi. Donc, voilà, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, sur la pollution. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Ensuite, on a Chen Xiongwu, physicienne, aussi, pareil. À Berkeley, en Californie, elle a fait ses études, elle a son doctorat, et en fait, elle a participé au projet Manhattan, quoi. C'est incroyable. Donc c'est la bombe atomique, hein, en 1940, et son ouvrage aussi, Beta Decay, qui est une référence aussi dans le nucléaire. Voilà.
Donc comme femme d'affaires, je vous ai mis Dong Mingguo, qui a à peu près, là elle a 70 ans peut-être, un peu moins. Et en fait elle est présidente du groupe GEE Electric, GEE Electric, qui est la plus grosse entreprise dans les comment ça s'appelle, air conditioning, les machines qui font qui refroidissent l'air là. Donc ça va me revenir. Et des climatiseurs électriques. Voilà, tout en plus c'est écrit juste devant moi. Donc des climatiseurs. Et voilà, donc énorme marché en Chine évidemment parce qu'il fait super chaud surtout dans le sud. Et d'ailleurs au sud du fleuve Jaune, l'hiver il n'y a pas le chauffage public. Ce qui est le cas au nord du fleuve Jaune en fait. C'est gratuit. Ça c'est Mao qui l'a souhaité, le chauffage gratuit au nord du fleuve Jaune. Voilà, je vais y arriver. Mais par contre au sud, ben voilà, non. Donc il n'y a pas le chauffage gratuit. Donc du coup, ben, les gens ils doivent payer l'électricité ou le gaz ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, donc ils utilisent les climatiseurs pour se chauffer l'hiver. Voilà, donc il y a énormément d'autres femmes, voilà, je m'excuse d'avance parce que j'ai dû faire une sélection aussi, je suis limité dans le temps au niveau de la durée de la vidéo. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à écrire des commentaires, donner des pistes de réflexion pour les prochaines vidéos, à vous abonner bien entendu, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Ciao.